Donc, aujourd'hui, on a un programme, je dirais, triple. Donc, la principale conférencière, c'est Karine Lacourse, qui a une formation en génie, qui est programmeuse, développeur dans notre centre. Elle va nous présenter le rejet d'artefacts qu'on doit faire lorsqu'on fait des analyses quantitatives de l'EEG. Ensuite, on va poursuivre avec les fuseaux de sommeil. Donc, je vais vous donner une introduction sur les fuseaux de sommeil, puis Karine va poursuivre avec la façon dont on peut les détecter, ces fuseaux-là. Donc, je vais laisser la parole à Karine maintenant. Puis, pendant qu'elle se prépare, je vous redis qu'encore une fois, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde lorsqu'il y en a. Mais vous pouvez aussi les poser spontanément ou lever la main. Puis, si Karine ne voit pas votre main, je l'aiderai à voir votre main. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Donc, comme Nadia m'a présenté, j'ai une formation d'ingénieur. Je ne suis pas technicienne, mais il ne faut vraiment pas hésiter de m'arrêter pour poser des questions parce que Sonia et Hélène sont là. Ils vont répondre si je suis incapable de le faire. D'ailleurs, toutes les images que je vais vous présenter proviennent d'elles. Donc, c'est des images que les techniciens ont rencontrées et qui ont. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les artefacts qu'on peut mesurer sur l'EEG. Le but du cours, c'est vraiment pour familiariser l'étudiant au tracé EEG avec artefacts. Donc, pourquoi s'en faire avec les artefacts? En fait, les électrodes EEG, électroencéphalographie, sont hypersensibles. Ils ont été conçus pour mesurer des différences de potentiel électrique induites par l'activité cérébrale qui est de l'ordre du microvolt. Donc, ces électrodes-là peuvent mesurer beaucoup de signaux et pas exclusivement des signaux qui viennent de l'activité cérébrale. Donc, lorsque les signaux mesurés ne proviennent pas ou ne dominent, ceux qui dominent ne sont pas de l'activité cérébrale, on dit que c'est des artefacts et leurs sources peuvent être multiples. Je vous liste ici les deux sources principales. Il y a la source musculaire, parce que toute contraction d'un muscle va induire un artefact musculaire, engendrer une différence de potentiel qui peuvent être mesurées par les électrodes EEG. Donc, toute contraction du muscle cardiaque, de la mâchoire, un mouvement va contaminer l'EEG. Il y a aussi la source oculaire, donc le mouvement des yeux. En fait, un œil peut être considéré comme un dipôle parce que la cornée et la rétine ont une polarité inverse. Donc, le mouvement du dipôle va induire une différence de potentiel qui va être mesurée par les électrodes EOG, mais aussi par les électrodes EEG, surtout en frontale, qui sont près des yeux. D'ailleurs, ces deux sources d'artefacts-là vont souvent induire un potentiel encore plus élevé que l'activité cérébrale. Donc, si vos analyses veulent étudier l'activité cérébrale, ça devient réellement important d'identifier les artefacts pour sélectionner les segments qui reflètent réellement l'activité cérébrale. Donc, je voulais juste mentionner un petit point sur les différentes stratégies de marquage d'artefacts. Donc, soit on inspecte visuellement l'enregistrement, hein, c'est très fiable, surtout si c'est fait par des experts, mais c'est long, laborieux, voire fastidieux. L'autre approche, c'est d'utiliser des détecteurs d'artefacts automatiques. C'est beaucoup plus rapide, mais ça peut être complètement faux. Les détecteurs vont souvent utiliser des seuils pour prendre la décision si l'événement est un artefact ou non. Ces seuils-là ne peuvent pas être universels pour toutes les cohortes, tous les sujets, toutes les conditions. Donc, quand vous roulez des détecteurs d'artefacts, généralement, il faut au moins valider sur certains sujets de votre cohorte ou certains segments pour être sûr que ça fait le travail que ça doit faire. D'ailleurs, au CEAMS, le détecteur d'artefacts qui est implémenté dans les outils du CEAMS est surtout utilisé pour faciliter ou réduire le travail des techniciens qui vont inspecter visuellement les tracés dont on veut faire le rejet d'artefacts. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment important de pratiquer son œil afin d'être capable de repérer des artefacts. Aujourd'hui, je vais vous montrer 17 exemplaires d'artefacts que j'ai catégorisés en 6 types. Donc, je vous les liste ici. Il y a la mauvaise connexion d'électrodes, l'artefact cardiaque, musculaire, oculaire, de sudation et de respiration. Pas mal tous les exemples que je vais vous montrer vont ressembler à ceux-ci. C'est-à-dire que je vous présente une page de 30 secondes où on voit 2 secondes entre chacune des lignes vertes, juste pour vous donner un indice.
on voit le nom des électrodes à gauche. Généralement, on voit les deux électrodes oculaires. Ensuite, un signal musculaire qui est positionné au niveau du menton. Ensuite, c'est les électrodes EEG au centre. Il va en avoir un nombre varié. Puis, vers la fin de la page, on voit souvent le signal cardiaque, comme ici. Parfois, il va y avoir un signal respiratoire, soit la canule, soit le capteur thermique. Voilà. Ça va se ressembler à chaque fois. Donc, ici, c'est le premier exemple de la mauvaise connexion d'électrodes. Mais c'est assez flagrant. On voit que T3, il mesure un signal beaucoup plus ample que les électrodes voisines. Je veux dire, c'est manifestement pas de l'activité cérébrale. C'est un cas très visible. Ici, une autre mauvaise connexion d'électrodes. On voit que T3 et T4 mesurent un signal différent des électrodes voisines. Sur T3, c'est plus des petits pics qui est plus caractéristique d'une corruption musculaire, mais T4, c'est un signal très haute fréquence. Je vais vous montrer le même segment, mais avec l'échelle de temps dilatée. Donc ici, c'est 10 secondes. Là, ça devient vraiment plus évident que T4, en fait, c'est du 60 Hz, une oscillation hyper constante là, qui est superposée à une ligne de base. Donc, peut-être qu'il y a aussi l'activité cérébrale enregistrée, mais dans ce cas-là, il faudrait mettre un coup de bande pour enlever le 60 Hz et vérifier si l'activité cérébrale a réellement été enregistrée ou l'électrode était juste trop déconnectée. Une autre signature d'une mauvaise connexion d'électrode, c'est des signaux qui dérivent et qui saturent. Ça veut dire que le capteur a atteint la limite qu'il peut enregistrer, donc le signal est très plat. Donc, ici, on voit même que la corruption est sur toutes les électrodes. Probablement que c'est une référence commune, puis que c'est la référence qui est mal connectée, donc le problème se répercute sur toutes les électrodes. C'est juste pour vous aider à repérer qu'est-ce qui est assurément pas d'activité cérébrale. Pour certains, ça va être très évident, mais pour des gens qui sont moins habitués de voir des enregistrements, ça peut être pertinent. Un autre exemple de mauvaise connexion, c'est le même principe des dérives avec des saturations. Mais ici, on voit que seulement la moitié des électrodes sont affectées. Puis si on regarde le nom des électrodes à gauche, on se rend compte que c'est toujours quand c'est la référence mastoïde 1. Donc, probablement que c'est une référence ici qui est encore déconnectée. Deuxième type d'artefact, l'artefact cardiaque. Si je vous montre un exemple très évident, on voit en bas le signal cardiaque avec les complexes QRS qui arrivent pratiquement toutes les secondes, voire moins. Puis, je vous ai mis en rouge des sections où on voit l'espèce de complexe QRS corrompre toutes les dérivées. Toutes les dérives. En fait, on dirait que les côtés droits sont plus affectés. Donc ici, manifestement, le signal cardiaque domine sur l'activité cérébrale. Cette section-là doit être corrigée ou complètement exclue. Karine, est-ce que je peux t'interrompre? Oui. Tantôt, je lisais même des articles, puis il disait qu'il avait fait une correction automatique des artefacts, puis ça arrive souvent. Puis je pense que ça arrive sans faire une inspection visuelle, ou en tout cas, ils l'ont pas indiqué qu'ils ont fait une inspection visuelle par la suite. Puis je sais qu'il y a certaines personnes dans le cours qui s'intéressent plus à l'éveil qu'au sommeil. Puis tu sais, à l'éveil, c'est comme typique là, quand on fait des analyses de EEG d'éveil qui va avoir des corrections automatiques qui vont être faites des artefacts, mais pas d'inspection visuelle. Je me demandais si les artefacts cardiaques, dans les logiciels qui disent faire de la correction d'artefacts, est-ce que c'est enlevé ou généralement, c'est pas enlevé? Il y en a qui fonctionnent bien, mais parce que moi, dans toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, quand on corrigeait l'artefact cardiaque, on évaluait toujours visuellement. Brainstorm, il l'offre, il y a moyen d'évaluer. Les outils de Jean-Marc, il y en a un qui fait, mais avec Sonia, on a toujours une inspection qui est faite. Peut-être que des études, il y a des grosses cohortes, ils peuvent se permettre de ne pas inspecter chacun parce qu'ils ont la statistique, le fait que oui, il va sûrement avoir de mauvaises corrections sur certains sujets, mais en général, ça va être bien. Fait que, je ne sais pas. Mais c'est étonnant, en fait, que dans les publications, même nous, on le fait, on peut dire que ça a été, l'artefact ont été détectés, mais on n'a pas besoin de préciser comment. Oui, c'est vrai que c'est souvent le cas, puis on le fait, nous aussi, là, on détecte, mais on ne le dit pas exactement comment. Puis, je vais te poser une autre question parce qu'il y a une question dans le chat. Si les mouvements oculaires puis les artefacts musculaires
sont des artefacts potentiels lors de l'évaluation de l'EEG, comment devrions-nous analyser l'EEG avec parasomnie? Je ne sais pas si tu veux que je réponde ou si tu veux. Donc, quand on fait des études en sommeil sur l'EEG, puis qu'il y a des artefacts musculaires, puis des artefacts oculaires, ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on passe tout notre tracé dans un détecteur automatique d'artefacts. Au CEAM, on a un détecteur, peut-être que Karine, tu vas en parler après, je n'ai pas vu ta présentation. On a un détecteur qui détecte les artefacts musculaires. On peut aussi utiliser des artefacts qui vont détecter des artefacts cardiaques et oculaires. Mais après, ce qu'on fait au CEAM, c'est qu'on repasse tout le tracé. Quand je dis on, c'est souvent des œils experts, soit Sonia, soit Hélène, d'autres techniciens ou des étudiants qui ont été vraiment bien entraînés pour le faire, pour aller retirer les artefacts manuellement du tracé. Donc, quand il y a des parasomnies, donc dès qu'il y a des troubles du sommeil, dès que la personne est plus âgée ou des jeunes enfants, ben, il va y avoir des artefacts de plus. Je dirais que chez les personnes qui en ont le moins, c'est les jeunes adultes là, en santé, mais dès qu'il y a un problème de santé, il y a souvent plus d'artefacts. Donc, parfois, ça devient difficile d'analyser des tracés. Puis, par exemple, pour une étude qu'on avait faite dans l'apnée du sommeil, où on regardait l'activité EEG à l'éveil, il y a plein de participants qu'on a dû exclure parce qu'on n'était pas capable d'avoir un EEG d'assez bonne qualité pour faire de l'analyse spectrale. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais là, il y a d'autres questions. J'ai peut-être trop parlé, là, ça a généré plein d'autres questions. Donc, est-ce que c'est une analyse par composante indépendante, le rejet d'artefacts? Si oui, allons-nous en parler davantage plus loin? Peut-être que Karine va parler des détections d'artefacts. Je pense qu'elle va nous expliquer. Mais je peux le dire, mais en fait, le but aujourd'hui, c'était vraiment de familiariser avec les artefacts visuels, mais on ne va pas rentrer dans les détails de la méthodologie. Je pense que ça va être plus l'année prochaine. Mais oui, là, généralement, les artefacts cardiaques, respiratoires, oculaires, ça va être fait à l'aide d'un filtre basé sur des compositions composantes principales, mais on va pas. L'objectif d'aujourd'hui n'était pas d'aller dans la méthodologie de ces détecteurs-là. On veut les implémenter dans notre prochaine application du CEAMS. Puis, quand on va vous présenter l'application, on va vous montrer la méthodologie qui est en arrière de nos détecteurs. Mais aujourd'hui, c'était vraiment simple. Le but, c'était juste de vous montrer plein d'exemples d'artefacts, parler un petit peu des stratégies pour que les étudiants soient capables de voir que leurs signaux ne contiennent pas que l'activité cérébrale. Mais c'est un bon commentaire, ça veut dire qu'il y a une pertinence pour décrire les détecteurs d'artefacts, puis on va le faire, mais prochainement. Merci. Je te laisse poursuivre. Je t'ai rendu ici. En fait, c'est un autre exemple d'artefact cardiaque, mais où c'est beaucoup plus subtil. Donc, on le voit surtout sur T4. Donc, ça arrive couramment. Ils vont décider d'enlever juste un électrode ou d'enlever la page au complet. Mais si on regarde plus en détail, on se rend compte que certaines fois, on va avoir le complexe QRS sur plusieurs dérives. Ici, c'est un exemple où ça pourrait avoir l'air d'un artefact cardiaque, mais si on regarde plus en détail, là, on voit qu'il y a des pointes constantes, mais ils ne sont pas régulières, hein, c'est des pointes irrégulières. Puis si on regarde leur synchronisation avec le signal cardiaque, on se rend compte que ça ne coïncide même pas avec le complexe QRS. Ici, c'est des exemples de pointes épileptiques. Donc, un correcteur d'artefact pourrait être trompé, donc ce serait une évaluation visuelle vraiment importante à faire. Donc, voici le troisième type d'artefact qui est réellement important en sommeil, c'est l'artefact musculaire. Donc, la page que je vous présente ici, c'est une corruption musculaire due à une reprise respiratoire du sujet. Donc, on voit ici la canule qui mesure un peu la respiration. Donc, à la reprise respiratoire, il y a une grosse corruption musculaire sur pratiquement toutes les dérives. Dans les outils du CEAMS, on a un détecteur d'artefacts musculaires qui vient de Brunner. Assurément, il aurait réussi à détecter surtout l'artefact sur les dérives qui sont le plus corrompus. Ceci dit, vous voyez que la longueur de l'artefact diffère d'une électrode à l'autre.
Puis, la sensibilité ou la résolution temporelle des détecteurs n'est pas si bonne, surtout bruneur, hein, c'est des résolutions de 4 secondes. Donc, de toute façon, même si on avait un détecteur automatique, ça facilite le repérage des artefacts, mais si vous voulez réellement détecter l'artefact précisément, les techniciens devront allonger ou rapetisser chacune des boîtes de détection de toute façon. Donc, c'est une aide, mais ce n'est pas parfait. Un autre exemple d'artefact musculaire important en sommeil, c'est le ronflement. Donc, on voit le signal du micro en bas. On voit qu'à toutes les 2 secondes, il y a un ronflement qui est perçu. La répercussion sur le signal EEG, c'est une augmentation fréquentielle. J'ai mis en rouge les sections qui sont le plus visibles, mais on voit qu'il y a une augmentation de la fréquence un peu partout. Ce genre d'artefact-là ne sera pas détecté par l'artefact de Brunner. C'est réellement trop subtil. Ça va être l'œil du technicien qui va être capable de cibler ça. Maintenant, c'est un autre type d'artefact, c'est l'artefact oculaire. Donc, je présente ici un exemple de mouvement oculaire rapide REM, donc c'est des mouvements gauche-droite. La signature des mouvements oculaires gauche-droite sur l'électrode EOG, ça va être une opposition de phase. Donc, au CEAMS, on positionne les électrodes, une à gauche et une à droite. Donc, les mouvements oculaires, les deux yeux vont bouger en même temps. Donc, les dipôles vont s'éloigner d'une électrode, mais vont se rapprocher de l'autre électrode. Donc, c'est pour ça que la différence de potentiel a une polarité inverse sur les deux électrodes. Puis, même chose sur l'EEG, hein, on a des électrodes à droite et à gauche. Donc, même chose, on va voir une inversion de polarité sur les électrodes EEG. Donc, F3 et F4, le signal est mesuré en inversion de polarité. Donc, ici, j'ai mis en rouge des sections où le signal mesuré sur l'EEG est plutôt de la corruption oculaire. Un autre exemple de corruption oculaire, c'est des mouvements de yeux gauche-droite, mais plus lents, c'est des roulements de yeux. Donc, on voit encore une signature en inversion de phase sur le OG et aussi sur le G. On voit des espèces de ballons. Un autre exemple de roulement de yeux, mais là sur un montage beaucoup plus dense. Je peux vous donner un exemple qu'on voit encore les formes de ballons en frontal surtout. C'est des électrodes les plus proches des yeux. Le même type d'artefact un artefact qui vient d'artefact oculaire, pardon, mais c'est les clignements des yeux. La signature du clignement des yeux sur le OG, c'est encore une inversion de phase. Parce que quand on va fermer les yeux, les pupilles vont lever. Donc, étant donné qu'au CEAMS, on a une électrode positionnée en bas de l'œil et une en haut de l'œil, les yeux vont s'éloigner, vont monter, vont s'éloigner d'une électrode, mais vont se rapprocher de l'autre électrode. Donc, on va mesurer une inversion de phase sur le OG. Mais les électrodes EEG sont toutes les deux en haut des yeux. Donc, les yeux vont se rapprocher. Donc, on ne voit pas d'inversion de phase sur les électrodes EEG. Cette signature-là permet de s'assurer que c'est réellement un problème, un artefact oculaire. Donc, ici, c'est vraiment évident. Là, il y a un clignement des yeux pratiquement aux 2 secondes. Puis, on voit la corruption jusqu'en centrale. 5e type d'artefact, l'artefact de sudation. Donc, sa signature, c'est vraiment une lente dérive de la ligne de base. C'est très basse fréquence. C'est visible surtout où le patient risque d'avoir des sueurs, donc en temporal ou en occipital. Ça persiste dans le temps, donc c'est très lente fréquence. Ça peut recruter beaucoup d'électrodes. Certaines équipes de recherche, dont leur question de recherche n'implique pas les basses fréquences, pour s'affranchir des corruptions d'artefacts de sudation, on va filtrer PASO en haut d'un Hertz. Ça va quand même éliminer beaucoup de variations de ligne de base. Ici, c'est un autre exemple d'artefact de sudation, mais dans une page de stade M3. Donc, il y a beaucoup d'ondes lentes et ça devient vraiment plus difficile de repérer des artefacts de sudation. Donc, je vous montre le même exemple, mais avec des petits marqueurs pour vous guider. J'ai mis une ligne noire qui représente la ligne de base du signal. Donc, on voit ici les ondes lentes qui oscillent autour de la ligne de base. Et si je vous dirige vers les électrodes occipitales, là, la ligne de base qui est le milieu du signal, on voit que les dérives sont vraiment plus lentes, plus longues et tout. On en voit partout. Là, quand on commence
à se concentrer sur la dérive, on s'en rend compte qu'il y a beaucoup d'artefacts d'oxydation dans ce cas-là. Un autre exemple, un autre type d'artefact, c'est l'artefact de respiration. Donc, on voit sur C3 que le signal est vraiment différent des électrodes voisines. Puis en plus, il corrèle ou anticorrèle avec le signal de respiration. Donc, probablement que l'électrode est mal connectée, puis elle va varier, elle va bouger avec la respiration. Donc, on voit aussi un même genre d'artefact, mais vraiment plus subtil sur P4. C'est souvent aussi utilisé de filtrer passe-haut à 1 Hz le signal pour essayer de s'affranchir des artefacts de respiration, mais ce n'est pas parfait. Je veux dire, le signal C3 ne sera pas corrigé avec un passe-haut à 1 Hz parce que le signal est beaucoup plus complexe, mais ça peut quand même aider dans certains cas. Ici, un autre exemple d'artefact de respiration, très subtil. On le voit surtout sur F7. Donc, je vais vous montrer le même exemple avec des marqueurs. Donc, ce qu'on voit, c'est que les petites variations de la ligne de base sont toujours corrélées avec le signal de respiration. Il faut faire attention parce que ceci, ça pourrait ressembler à la même artefact, mais en fait, ce serait une onde lente. Même chose au départ. Donc, ça devient vraiment subtil. Il faut être expert. Donc, je vais terminer en discutant un peu des approches de gestion des artefacts, là, comme il y en a qui en ont déjà mentionné. Il existe deux approches. Soit on marque les artefacts pour ignorer des segments. L'avantage, c'est que vous analysez directement l'activité enregistrée. Vous n'avez aucune modification du signal. Sauf que vous avez une grande réduction de quantité de données disponibles pour vos analyses. Donc, plus vous avez d'artefacts, plus vous excluez de segments, moins il vous reste de données pour faire vos analyses. L'autre approche, c'est de corriger les tracés EEG pour essayer de retirer juste l'artefact du signal et de conserver le signal d'activité cérébrale. Le gros désavantage, c'est que quand vous essayez de retirer l'artefact du signal, il n'y a rien qui nous assure que l'activité cérébrale mesurée n'est pas modifiée. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune réduction de la quantité de données. Si vous avez réussi à retirer l'artefact, vous pouvez utiliser votre signal. Donc, il n'y a pas de réponse, d'approche magique. Ça demande une évaluation de vos priorités, si vous risquez de manquer de données, si l'artefact persiste toute la nuit ou pas. Est-ce que le contenu fréquentiel de l'artefact qui vous dérange pourrait interférer avec votre signal d'intérêt? Ça, c'est une question vraiment pertinente. Puis, oui, il existe beaucoup de correcteurs d'artefacts, mais il faut vraiment valider s'ils fonctionnent sur le segment qui vous dérange, si dans la nuit. Voilà. Donc, mais malgré ça, malgré que c'est toujours stressant d'utiliser un correcteur d'artefacts, il y en a qui sont abondamment utilisés, puis qui vaut la peine d'essayer. Donc, le coup de bande 60 Hz, quand on voit le signal d'Hydro-Québec, ça a été utilisé abondamment, puis ça vaut la peine d'essayer. Des pinceaux pour les artefacts de situation de respiration. Puis ensuite, il y a les applications de filtres correctionnels basés sur des composantes principales. Donc, il y en a beaucoup qui existent pour la correction cardiaque, mouvement oculaire, mouvement respiratoire. Donc, ça va être souvent dans la prochaine année qu'on va vous les présenter. Donc, juste à la fin, je voulais juste vous mentionner qu'on veut essayer d'aider les étudiants et les chercheurs et les équipes au CEAMS pour gérer les artefacts. On aimerait vraiment pouvoir distribuer à même la nouvelle application du CEAMS une sélection de détecteurs d'artefacts que vous pourriez essayer facilement. On veut, disons, détecter des tracés plats, trop haute puissance, trop haute amplitude, trop bruit, trop haute fréquence. D'ailleurs, on veut vraiment essayer d'être capable de détecter des bouffées ou même des corruptions qui persistent dans le temps. On va aussi utiliser le détecteur Brunner qui est déjà dans les outils du CEAMS, mais on va avoir notre version améliorée. Puis, on va aussi offrir la possibilité d'avoir 2 correcteurs d'artefacts, donc le mouvement oculaire et cardiaque pour commencer, mais on va pouvoir en ajouter d'autres au fur et à mesure. Notre but, c'est de réduire davantage le travail des techniciens lors de leur inspection visuelle des tracés pour le rejet d'artefacts. Voilà tout. Merci beaucoup, Karine. Il y a des questions dans le chat, puis si vous en avez, vous pouvez aussi en ajouter. Il y a d'abord une question de Laura qui se demande s'il y a des électrodes qui sont moins sensibles aux artefacts. Ben oui, il y en a qui sont moins sensibles aux artefacts. On le voit avec les montages où il y a beaucoup d'électrodes. Les électrodes qui sont plus près des yeux
Les FP, là, FP1, FP2, par exemple, sont souvent des électrodes qui sont difficiles à analyser en sommeil. Donc, elles nous intéressent beaucoup parce qu'elles sont frontales, puis il y a plein de choses qui se passent dans le cortex frontal. Par contre, elles sont plus difficiles. Les artefacts aussi peuvent être plus fréquents dans les électrodes temporales. Mais je dirais le FP, les électrodes FP sont probablement les plus artefactées. Puis les électrodes qui sont plus centrales sont souvent les électrodes qui ont le moins d'artefacts. Donc ça, parfois pour des populations cliniques, on doit se restreindre à des électrodes qui sont un peu plus centrales parce que les autres électrodes ont trop d'artefacts. Il y a une autre, question, il y avait une question de Roger que je vais garder pour la fin. Il y a une question: est-ce qu'il existe un détecteur spécial pour les patients avec épilepsie, étant donné que les spikes qu'on ne veut pas, filtrer peuvent être confondus avec des artefacts? Je ne sais pas si Jean-Marc, peut nous répondre. Peut-être que Karine, tu as la réponse aussi, mais Jean-Marc a quand même de l'expérience avec l'analyse de tracés, avec des patients épileptiques. Je ne sais pas s'il est, connecté, là, je ne le vois pas. Oui, il est là. Bon. Oui, je suis là. C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une interférence entre la détection des pointes épileptiques et des choses qui pourraient nous intéresser. Par exemple, les fuseaux dont on va reparler tout à l'heure. Il peut y avoir le détecteur de pointes épileptiques peut être confondu, on peut voir des structures du fuseau et d'un seul coup avoir une confusion. Donc les pointes épileptiques, il y a des détecteurs qui fonctionnent. Alors, ça dépend bien sûr. Est-ce qu'on a envie de les enlever? Non, on veut les marquer. Donc, c'est un détecteur. Ce n'est pas vraiment un artefact qu'on va vouloir retirer. Mais simplement signaler que tout à l'heure, on va parler des fuseaux et qu'il peut y avoir effectivement une confusion entre les pointes épileptiques et les fuseaux. Je parle surtout en intracrânien d'ailleurs, entre parenthèses. Sur le scalp, peut-être que ce serait moins évident. Mais en intracrânien, si les gens s'intéressent à l'intracrânien, en ce moment, je travaille avec Véronique Latreille, par exemple, et on s'inquiète effectivement de voir le détecteur de pointe, voire en fait parfois des fuseaux. Tout à l'heure, on va en parler, mais ça peut être ou des pointes ondes aussi. Donc c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Parfait. Il y a une autre question. Peut-être que Roger, tu peux poser ta question directement. Jean-Marc pourra peut-être aussi aider Karine à y répondre. Oui. Bonjour Jean-Marc. Tu vas sûrement avoir la réponse qu'il faut. Ouais, il y a des méthodes statistiques qui peuvent compenser les données manquantes. Ça va-tu être discuté aujourd'hui ou à l'autre cours plus tard? Parce qu'on parle peut-être d'enlever des sections, mais parfois ça peut être compliqué quand on fait du test-retest, qu'on fait dans nos grilles, dans nos matrices. Que ça va être discuté? Peut-être, Jean-Marc, dans la cour de connectivité, ça pourrait être pertinent parce que vous avez ce problème-là en connectivité. C'est une question très générale, en fait, de savoir après, soit faire de l'imputation, je pense que c'est ça que Roger a en tête en ce moment. Il y a la méthode de Yates, par exemple, aussi, que Julie utilisait dans son groupe. Il y a toutes sortes de méthodes d'inférence des données manquantes. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'il faut utiliser ça avec beaucoup de parcimonie. Donc la règle, c'est que pas plus que 10% de données manquantes, sans ça, ça devient... Parce que c'est des méthodes qui n'inventent pas de la nouvelle information, ça interpole, ça aide de boucher des trous avec ce qu'on a autour du trou. Donc c'est sûr que ça doit être utilisé avec beaucoup de parcimonie. Les méthodes d'imputation, certes, elles sont là, mais ça prend des a priori sur les modèles statistiques, justement, qui peuvent permettre l'imputation. Donc moi, et ça dépend bien sûr de la statistique qu'on veut imputer aussi. Est-ce que ça va être discuté dans le cours à un moment donné ou pas? Non, non, Roger, mais c'est une très bonne question parce que c'est vrai que ça pourrait être même un cours en soi sur les méthodes d'imputation en général qu'on peut faire en neurosciences. Jean Paquette avait oui. Il y avait une opinion là-dessus, justement, sur les différentes méthodes d'imputation, quoi prendre, quand les prendre ou pas. Là. Absolument. C'est important, ça arrive, ça arrive. Bien sûr, mais tout à fait. Non, ça rentre un petit peu dans ce que Karine a dit. Est-ce que je dois hypothéquer des données au risque d'avoir des données clean, mais avoir moins de puissance statistique, ou bien je garde, et je vois bien avec les étudiants avec qui on travaille en ce moment, Taïna par exemple, essayer d'avoir la plus grosse base de données, mais avec justement des électrodes qu'on a hypothéquées, mais qu'on va devoir tenir compte pour faire de la connectivité, par exemple. Je peux pas, il faut que tout le monde soit là. Donc oui, il faut bien sûr faire de l'imputation, il faut faire du data augmentation, comme on dit. Et personnellement, la seule règle de conduite, c'est au-delà de 10%,
à mon avis, c'est très périlleux. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur les méthodes, sur la méthode, bien sûr, mais aussi sur la quantité de données manquantes qu'on va avoir, évidemment. Je pense que c'est presque une trivialité. Et ce serait l'objet d'un cours en soi. Hein. C'est vraiment important. Et c'est une super bonne idée de parler de Jean Paquet parce que je pense qu'effectivement, il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, il va falloir l'inviter à notre prochaine école d'été. C'est une donnée manquante. Super, mais merci beaucoup, Karine. C'est vraiment, je veux dire, on n'a pas le choix de passer par le rejet des artefacts ou la sélection des bonnes sections de notre EEG pour faire nos analyses quantifiées, l'analyse spectrale, l'analyse de fuseau, l'analyse d'ondes-lentes, les analyses de connectivité. Je pense que le message à retenir, c'est qu'il y a plein de détecteurs qui existent, mais ça ne remplace pas l'œil d'un expert. Donc, sollicitez les experts de vos équipes pour vous aider.